que le véritable ennemi n'est pas celui qui n'est pas d'accord avec vous. C'est quelque chose de bien plus effrayant. Préparez-vous à une vérité qui va déranger. Parce qu'après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais les gens, la politique, les réseaux sociaux et même vos propres pensées de la même façon. Le mal du siècle n'utilise pas d'armes. Il utilise quelque chose que nous avons tous et qui peut être facilement éteint. Dietrich Bonhoeffer n'était pas un philosophe quelconque assis dans une tour d'ivoire à réfléchir sur des concepts abstraits. C'était un pasteur protestant qui a vécu en Allemagne pendant la montée du nazisme, alors que des églises entières s'inclinaient devant le pouvoir, alors que des intellectuels applaudissaient des discours de haine. Bonhoeffer a fait quelque chose de rare en ces temps sombres. Il a pensé par lui-même, et il a payé le prix le plus élevé pour cela. Il a été emprisonné, torturé et exécuté quelques jours avant la fin de la guerre, en avril 1945. Mais avant de mourir, il a laissé des écrits qui expliquent avec une clarté effrayante comment des sociétés entières deviennent folles ensemble. Ce qui rend Bonhoeffer pertinent aujourd'hui n'est pas seulement son courage moral, mais la précision chirurgicale de ses observations sur le comportement collectif. Il ne cherchait pas à juger des individus isolés. Sa préoccupation était de comprendre comment des millions de personnes intelligentes, éduquées et bien intentionnées ont réussi à soutenir ou à ignorer l'une des plus grandes atrocités de l'histoire. Et la réponse qu'il a trouvée est aussi troublante qu'actuelle. Parce que ce qu'il a vu se produire en Allemagne se reproduit à l'échelle mondiale, juste sous nos yeux. Les idées de Bonhoeffer importent aujourd'hui, parce que nous vivons un moment historique terriblement semblable au sien. Nous ne parlons pas de camps de concentration ou de dictature militaire. Nous parlons de quelque chose de plus subtil et donc plus dangereux. Nous parlons de populations entières qui ont cessé de penser de manière critique, qui répètent des slogans comme des mantras, qui attaquent férocement quiconque ose remettre en question le récit officiel du groupe. Et le plus effrayant, c'est que ces personnes ne croient pas faire quoi que ce soit de mal. Au contraire, elles sont absolument certaines d'être du bon côté de l'histoire. Quand Bonhoeffer a utilisé le mot « stupidité », il ne parlait pas de manque d'intelligence. Il ne traitait personne d'idiot ou d'ignorant au sens traditionnel. La stupidité qu'il a identifiée n'a rien à voir avec un QI bas ou un manque d'éducation formelle. Il décrivait un phénomène bien plus sinistre. Une condition dans laquelle des personnes parfaitement capables de raisonner éteignent simplement cette capacité lorsqu'elles sont insérées dans un groupe. C'est comme si un interrupteur était actionné, et soudain cette personne qui à la maison est rationnelle et prudente se transforme en une machine à répéter les idées des autres. Cette stupidité est une force sociale, une maladie collective qui se propage de personne à personne comme un virus invisible. Bonhoeffer a remarqué que lorsque les gens se rassemblent autour d'une idéologie, d'un leader charismatique ou d'une cause apparemment noble, quelque chose d'étrange se produit dans leur esprit. Ils cessent de traiter les informations de manière indépendante. Ils commencent à accepter des contradictions évidentes sans sourciller. Ils se mettent à voir le monde à travers une lentille déformée qui ne montre que ce que le groupe veut qu'ils voient. Et le plus grave, c'est que plus il y a de personnes qui entrent dans cet état, plus il devient fort. L'environnement social fonctionne comme un catalyseur pour cette transformation. Quand vous êtes entouré de personnes qui pensent pareil, qui répètent les mêmes phrases, qui réagissent avec fureur aux mêmes ennemis, votre cerveau commence à passer en pilote automatique. Il n'est pas nécessaire de penser parce que le groupe a déjà pensé pour vous. Il n'est pas nécessaire de douter parce que la foule offre des certitudes réconfortantes. Et quiconque essaie de vous sortir de cet état de confort est immédiatement perçu comme une menace. Bonhoeffer a vu cela se produire à l'échelle nationale. Nous voyons cela se produire à l'échelle planétaire. La transition d'individus pensant à membres de la masse acritique ne se fait pas de manière brusque. Personne ne se réveille un jour et décide d'arrêter de penser. C'est un processus graduel, presque imperceptible, qui profite de caractéristiques humaines universelles. Cela commence par le désir naturel d'appartenir à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Cela continue avec le besoin de sécurité et de protection qu'offre un groupe. Et cela se complète quand nous réalisons que remettre en question le groupe signifie risquer l'exclusion, l'attaque, la solitude.
Il existe des structures de pouvoir qui comprennent parfaitement ce processus et l'exploitent avec maestria. Que ce soit des gouvernements autoritaires, des corporations médiatiques, des mouvements idéologiques ou des plateformes numériques, tous utilisent les mêmes techniques de base pour transformer des individus en masse. Premièrement, ils créent un récit simple et émotionnellement chargé qui divise le monde entre nous et eux, bien et mal, juste et faux. Deuxièmement, ils répètent ce récit inlassablement jusqu'à ce qu'il devienne une vérité incontestable. Troisièmement, ils punissent socialement quiconque ose dévier du script. Ce qui rend ce mécanisme si efficace, c'est qu'il se présente comme une protection, comme un chemin vers un monde meilleur, comme la seule réponse sensée face au chaos. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont façonnés parce que le processus est emballé dans des promesses séduisantes. Sécurité, justice, progrès, tradition, liberté, ordre. Choisissez votre saveur préférée de contrôle mental, toutes sont disponibles sur le marché. Et une fois que la personne achète le récit, elle cesse d'être un individu pour devenir une extension du pouvoir qui la manipule. L'histoire est remplie d'exemples horribles de ce qui se passe lorsque cette transformation se produit à grande échelle. Mais nous n'avons pas besoin de retourner dans un passé lointain pour trouver des preuves. Regardez autour de vous. Voyez comment les débats publics sont devenus des batailles rangées où personne n'écoute, on ne fait que crier. Observez comment les gens détruisent des réputations et des relations pour des désaccords sur des thèmes qui, il y a quelques années, étaient discutés avec civilité. Remarquez comment des foules numériques se forment instantanément pour attaquer ceux qui ont commis le crime de penser différemment. Ce n'est pas le signe de sociétés passionnées par leurs idées. C'est le signe de sociétés qui ont perdu la capacité de penser. Bonhoeffer faisait une distinction cruciale entre deux types de dangers qui menacent la civilisation. D'un côté, il y a la méchanceté consciente, celle pratiquée par des personnes qui savent exactement ce qu'elles font et choisissent de faire le mal de toute façon. Ce sont les tyrans, les corrompus, les criminels qui agissent en pleine conscience de leurs actes. Ce type de mal est terrible, mais au moins, il peut être identifié, affronté et combattu. Quand vous savez qui est l'ennemi et quelles sont ses intentions, vous pouvez organiser une résistance. De l'autre côté, il y a la stupidité collective que Bonhoeffer considérait bien plus dangereuse, parce qu'elle n'est pas consciente. Les personnes sous son emprise ne savent pas qu'elles font du mal. Au contraire, elles sont absolument certaines de faire le bien. Elles sont immunisées contre les arguments parce qu'elles ne reconnaissent pas avoir tort. Elles sont immunisées contre les preuves parce qu'elles ne voient que ce qui confirme leurs croyances. Et elles sont immunisées contre les remords parce qu'elles croient sincèrement être du côté de la justice. Comment luttez-vous contre une armée de personnes qui pensent que vous êtes le méchant de l'histoire? La méchanceté consciente peut être vaincue parce qu'elle doit se cacher. Quand un dictateur commet des atrocités, il sait qu'il commet des atrocités, et c'est pourquoi il essaie de cacher, de mentir, de fabriquer des justifications. Mais la stupidité collective ne se cache pas. Elle marche ouvertement dans les rues. Elle domine les institutions. Elle fait taire les voix dissidentes au nom du bien commun. Et elle fait tout cela avec la conscience tranquille de quelqu'un qui accomplit un devoir sacré. C'est ainsi que des sociétés entières ont soutenu des génocides, l'esclavage, des inquisitions et des révolutions sanglantes, non par méchanceté calculée, mais par stupidité sincère. Le plus effrayant dans cette comparaison, c'est de réaliser que nous vivons à une époque où la stupidité collective n'est plus l'exception, mais la règle. Regardez n'importe quel débat politique, culturel ou social qui se déroule actuellement. Comptez combien de personnes essaient réellement de comprendre la question, et combien ne font que répéter ce que leur groupe les a programmés à répéter. La proportion est terrifiante. Bonhoeffer a affronté le nazisme, qui était une forme spécifique et géographiquement localisée de ce phénomène. Nous affrontons des versions de ce phénomène dans tous les coins de la planète, dans toutes les sphères de la vie, dans tous les spectres politiques. L'un des tours les plus efficaces de la stupidité collective est sa capacité à se déguiser en vertu. Les pires idées, les comportements les plus destructeurs, les causes les plus dangereuses se présentent rarement comme de la vilenie. Elles apparaissent vêtues des habits de la moralité, de la justice, du progrès, de la compassion.
Qui pourrait être contre la justice sociale? Qui serait capable de s'opposer à la protection des traditions? Qui oserait remettre en question des mesures qui promettent de sauver des vies ou de préserver des valeurs? C'est exactement dans ce piège que la stupidité prospère. Quand une idée est emballée comme une vertu incontestable, la critiquer devient perçue comme un acte immoral. Vous ne débattez plus de politique, de stratégie ou de conséquences. Vous attaquez le bien lui-même. Et personne ne veut être vu comme défenseur du mal. Alors les gens se taisent. Ou pire, ils commencent à répéter ce qu'ils savent être faux, juste pour ne pas être exclus du cercle des vertueux. Bonhoeffer a vu cela se produire quand l'idéologie nazie s'est présentée comme une renaissance morale de l'Allemagne. Aujourd'hui, nous voyons cela se produire dans pratiquement tous les mouvements collectifs qui exigent une adhésion totale et immédiate. Le problème ne réside pas dans les causes elles-mêmes. Beaucoup d'entre elles peuvent de même avoir un mérite réel. Le problème réside dans la manière dont elles sont présentées et défendues. Quand une idée devient trop sacrée pour être remise en question, quand tout doute est traité comme une hérésie, quand toute demande de nuance est perçue comme de la complicité avec le mal, la stupidité a déjà gagné. Peu importe si la cause est juste ou non. Ce qui importe, c'est que les gens ont cessé de réfléchir à son sujet et se contentent d'y croire. Et une foule qui ne fait que croire, sans penser, est capable de justifier n'importe quelle atrocité au nom de sa croyance. Voyez comment cela fonctionne en pratique. Quelqu'un propose une mesure extrême pour résoudre un problème réel. La mesure est clairement disproportionnée, va causer d'énormes dommages collatéraux, peut même aggraver la situation. Mais elle est présentée comme le seul chemin moral possible. Celui qui s'y oppose est accusé d'être complice du problème. Celui qui demande à mieux réfléchir est accusé de vouloir retarder la solution. Celui qui signale des contradictions est accusé d'utiliser des astuces rhétoriques pour défendre l'indéfendable. Résultat, la mesure passe, les dégâts se produisent, et quand tout s'effondre, la faute est rejetée sur des ennemis extérieurs. Jamais sur la stupidité qui a tout motivé depuis le début. Penser demande du travail. Penser exige de l'énergie mentale, du temps, une disposition à gérer les incertitudes. Penser signifie accepter que vous pouvez avoir tort, que la réalité est complexe, qu'il n'existe pas de solution facile à des problèmes difficiles. Et le cerveau humain, par conception évolutive, essaie d'économiser de l'énergie autant que possible. Il est plus efficace d'utiliser des raccourcis mentaux, de faire confiance aux intuitions, de suivre ce que la majorité fait. Pendant des millions d'années, cela a très bien fonctionné. Mais dans le monde moderne, rempli d'informations contradictoires et de manipulations sophistiquées, ces raccourcis nous transforment en cibles faciles. Ne pas penser est confortable. Quand vous acceptez le récit qu'offre le groupe, vous n'avez plus besoin de vous préoccuper d'enquêter, de douter, de considérer d'autres perspectives. Toutes les réponses sont déjà prêtes. Tous les ennemis sont déjà identifiés. Tout le chemin est déjà tracé. Vous n'avez qu'à suivre. Et il y a plus. Quand vous ne pensez pas, vous appartenez. La masse embrasse ceux qui se rendent à elle. Elle offre une identité, un but, la sensation réconfortante de faire partie de quelque chose de plus grand. Elle offre une protection contre l'incertitude et la solitude. Elle offre la sensation enivrante d'être du bon côté de l'histoire. La peur est une composante puissante dans cette équation. Peur d'avoir tort, peur d'être rejeté, peur de rester seul, peur de perdre son statut, ses amis, des opportunités. Les gens perçoivent, même inconsciemment, que penser par soi-même a un prix élevé. Alors ils font un calcul mental rapide et concluent qu'il est plus sûr d'éteindre leur cerveau et de suivre le courant. Et il y a un autre facteur qui est rarement admis mais que tout le monde ressent, la paresse intellectuelle. Penser est fatigant. Il est beaucoup plus facile de laisser les autres penser pour vous. Il est beaucoup plus confortable de consommer des opinions toutes faites que de former les vôtres. Bonhoeffer a identifié cette combinaison de peur, de désir d'appartenance et de paresse intellectuelle comme la racine psychologique de la stupidité collective. Il a remarqué que les gens ne sont pas forcés d'entrer dans cet état. Ils choisissent d'y entrer parce que c'est plus facile, plus sûr, plus réconfortant que l'alternative. Et une fois à l'intérieur, il est extrêmement difficile d'en sortir. Parce que sortir signifie affronter tout ce que vous êtes entré pour éviter.
Cela signifie la solitude, l'incertitude, le poids de la responsabilité de penser par soi-même. Peu ont le courage pour cela. L'une des caractéristiques les plus dangereuses de la stupidité collective est la création de bulles de certitude absolue. Quand un groupe se forme autour d'une idée, il développe rapidement sa propre réalité. À l'intérieur de cette bulle, certaines vérités sont axiomatiques, incontestables, évidentes en elles-mêmes. Peu importe ce que dit le monde extérieur. Peu importe les faits qui contredisent le récit. Peu importe les conséquences désastreuses des actions du groupe. La bulle a des réponses à tout. Toujours. Toute information qui défie le récit officiel du groupe est automatiquement écartée. Si elle vient de l'extérieur de la bulle, c'est de la propagande ennemie. Si elle vient de l'intérieur de la bulle, c'est de la trahison. Si elle vient de la science, c'est de la science achetée. Si elle vient de l'expérience pratique, c'est une preuve anecdotique. La bulle est imperméable aux données qui ne confirment pas ses croyances. Et plus les gens passent de temps à l'intérieur, plus les murs deviennent solides. Il arrive un moment où la bulle est la seule réalité qu'ils connaissent.